Quand j'ai commencé mon projet Tiny House il y a maintenant environ 3 ans, il y a une chose qui a réellement été importante dès le départ, c'est l'autonomie énergétique. Quand je parle d'autonomie, j'ai un circuit de délastage au gaz pour 4 appareils, mais moi ce qui m'importe réellement, c'est de pouvoir me placer sur un terrain et de ne pas avoir besoin d'être raccordé au réseau. Alors, cette vidéo est la suite d'une longue série de vidéos dédiées à la construction. Alors, si tu n'as pas vu les anciens épisodes, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, tu auras les liens dans la description. Bien entendu, toutes les informations relatives à cette vidéo se retrouvent également en description de la vidéo. Alors, la grande question du coup, c'est être autonome en tiny house, est-ce que c'est réellement possible, été comme hiver, en utilisant des appareils tout à fait standards ou presque? Alors je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante en tiny house, c'est de partir à l'inverse de ce qu'on fait dans une installation photovoltaïque sur une maison traditionnelle, c'est-à-dire de voir ce qu'on consomme, de voir la production et d'adapter l'installation à cela. Moi je pense que c'est intéressant de faire l'inverse en tiny house, de voir la surface qui est disponible sur le toit et à partir de ça, de dimensionner son installation et pas forcément en fonction de sa consommation, mais d'adapter sa consommation en fonction de l'installation photovoltaïque. Et je pense qu'il y a beaucoup d'a priori qui circulent sur le fait qu'effectivement sur une installation photovoltaïque on n'est pas forcément autonome toute l'année par exemple, on doit avoir une inclinaison optimale et suivre le soleil avec ses panneaux toute la journée pour qu'il y ait vraiment un rendement qui soit suffisant. En réalité, c'est pas tout à fait vrai et on va essayer de voir tous ces points dans cette vidéo. Bon, bien entendu, cette vidéo elle est dédiée à mon installation photovoltaïque, je ne suis pas un professionnel du tout, je suis vraiment amateur qui apprend tout sur le tas, j'ai appris énormément de choses d'ailleurs, ça me passionne réellement. Donc si vous vous posez également des questions sur l'autonomie en tiny house, cette vidéo devrait clairement vous intéresser. Alors donc, au niveau des équipements que moi j'utilise dans la tiny house, bien entendu j'ai des luminaires, j'ai beaucoup d'ampoules qui sont toutes des ampoules LED, j'ai des téléphones, des ordinateurs, j'ai un écran, j'aurai un vidéoprojecteur, j'ai un frigo, j'ai une VMC. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une pompe qui consomme beaucoup, parce que c'est une pompe avec un petit moteur à l'intérieur, donc il y a un pic de puissance qui est atteint, donc pour l'onduleur il faut faire attention, mais ça passe. Et sinon j'ai des piezo pour les appareils au gaz. Donc ces appareils au gaz, j'ai un circuit de délastage au gaz pour 4 appareils qui sont le chauffage, le chauffe-eau, la plaque de cuisson et le four. Et donc ces appareils sont réellement les appareils qui consommeraient le plus au niveau électrique dans une tiny, c'est pour ça qu'ils passent donc sur le réseau au gaz. Alors, avant de parler de l'installation photovoltaïque sur mon toit, on va y revenir tout à l'heure, parlons un petit peu des batteries, parce que ça va réellement déterminer le temps d'autonomie qu'on va avoir entre une charge complète et une décharge, parce que les panneaux produisent de l'énergie à partir du moment où il y a de la lumière, et pas forcément à partir du moment où il y a du soleil. Donc au départ je voulais partir sur des batteries AGM, donc classiques, qui sont des batteries au plomb, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes, même si c'est la technologie qu'on retrouve dans la plupart des installations photovoltaïques autonomes, que ce soit en tiny house ou sur des sites isolés. Alors sur des sites isolés ça se comprend un petit peu mieux, mais en tiny house il y a d'autres contraintes et notamment le poids. Ces batteries sont extrêmement lourdes et c'est vraiment un frein énorme à utiliser cette technologie. Et il y a pas mal de monde, notamment si on veut être un petit peu nomade et bouger régulièrement avec sa tiny pour rester sous les 3,5 tonnes, rajouter 100 kg de batterie, c'est vraiment pas une bonne option. Donc le deuxième inconvénient, c'est que le nombre de cycles de recharge de ces batteries est relativement faible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les décharger et les recharger un nombre de fois limité, ce qui va correspondre à une longévité d'environ 3 à 5 ans, voire 8 si on en prend vraiment soin, mais sur une utilisation quotidienne, ça va plutôt être maximum 5 ans. Et en plus de cela, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine tension de la batterie pour ne pas l'endommager à long terme, ce qu'on appelle des décharges profondes. Donc sur ces batteries, elles sont très fragile à ce niveau-là, et du coup on ne peut pas réellement utiliser l'entièreté de l'énergie qui est stockée dans les batteries, et on va devoir garder une certaine tension pour qu'elle ne s'abîme pas trop. Voilà, alors tous ces éléments m'ont fait pencher vers un autre type de batterie. Il n'y a pas mille et une solutions en termes de stockage, donc je suis parti sur des batteries au lithium, et très exactement du lithium fer phosphate, qui est aujourd'hui la meilleure technologie qui existe sur le marché pour du gros stockage sur une installation domestique. Donc ces batteries sont forcément beaucoup moins lourdes, une batterie AGM pèserait environ 50 à 60 kg, là une batterie lithium pèse environ 15 kg, donc c'est quand même beaucoup moins lourd. Elles sont moins encombrantes, elles sont un peu plus petites, et par contre elles sont plus chères. Elles sont environ 2, 3 à 4 fois plus chères, par contre elles vont tenir 2, 3 à 4 fois plus longtemps. Donc au final on s'y retrouve, et ça fait donc moins de déchets et moins de pollution. Donc du coup le cycle de recharge de ces batteries lithium est beaucoup plus élevé, et il se compte en milliers. Dans des conditions on va dire défavorables, il serait plutôt aux alentours de minimum 1500, et si on en prend vraiment soin, on peut monter, alors si effectivement elles sont beaucoup moins sensibles à la décharge profonde, par contre elles le sont toujours un peu,
Donc si on descend, on va dire pas en dessous de 30%, on peut faire jusqu'à 6 à 8000 cycles avec, donc c'est tout simplement énorme, et là elle peut tenir 15, 20, 25 ans, donc c'est vraiment idéal par rapport aux batteries au plomb. Alors, pour une installation photovoltaïque, de quel matériel va-t-on avoir besoin? Alors, bien évidemment, on va avoir besoin de panneaux photovoltaïques, ça paraît évident. On va également avoir besoin donc de batteries, on vient d'en parler, d'un onduleur, on y reviendra juste après. On va également avoir besoin de connecteurs MC4 pour connecter ou les panneaux entre eux ou les panneaux avec l'onduleur, hein, pour pouvoir raccorder les câbles. Donc ce sont juste des connecteurs spéciaux pour connecter les câbles des panneaux aux câbles, voilà, aux câbles du réseau qui vont être raccordés à l'onduleur. Pour mon installation, j'ai également utilisé 30 mètres de câble en 4 mm², donc ça c'est très variable en fonction des installations. Pour moi, j'ai à peu près ce dimensionnement-là. Donc 2 fois 15 m², 15 mètres de rouge, 15 mètres de noir. Et j'ai également utilisé 5 mètres de câble en 10 mm², donc ça c'est des câbles relativement épais pour connecter les batteries à l'onduleur. Alors il va également falloir des petites cosses, donc c'est des petites pièces métalliques pour connecter le bout des câbles aux batteries ou à l'onduleur. Donc dans mon cas c'est des cosses en 10 mm² parce que le fil qui relie la batterie à l'onduleur est en 10 mm². Alors pour cette installation il va également falloir un outillage un petit peu spécifique, il va falloir une pince pour CMC4, donc en gros c'est une pince à sertir de 4 mm², donc ça vous en trouvez un petit peu partout dans le commerce, ça coûte environ une vingtaine d'euros, et cette pince en général elle peut également faire pince à dénuder pour les câbles et les fils, ça peut être bien pratique. Alors pour le câble en 10 mm², c'est un petit peu plus compliqué de trouver une pince à sertir qui sertit du 10 mm², donc vous pouvez éventuellement trouver d'autres solutions un petit peu alternatives. C'est pas très recommandé, mais vous pouvez le faire à l'ancienne, tout simplement en écrasant le fil à la cosse, tout simplement avec un coup de marteau sur un support rigide. Ça fait parfaitement l'affaire, en tout cas c'est ce que moi j'ai utilisé. Léo sera pas très content que je lui dise ça. Léo c'est mon électricien qui m'a aidé sur toute mon installation, donc merci beaucoup à lui. Et voilà, donc on a dû quand même faire à certains moments avec les moyens du bord, et finalement ça l'a fait. Je pense que le résultat est exactement le même que si on avait utilisé une pince à sertir électrique. Et la dernière chose, bien entendu, c'est qu'il faut beaucoup de courage pour faire tout ça à 4 mètres de hauteur. Alors, au niveau de la configuration de mon toit, alors moi j'ai une pente qui est à 11 degrés, donc certains vont me dire c'est pas du tout idéal pour l'inclinaison pour les panneaux photovoltaïques. Alors en réalité, je crois, si je me souviens bien, que si les panneaux sont exposés plein sud, on est sur un rendement qui n'est pas de 100% par rapport à s'ils avaient été à 45 degrés ou à l'angle optimal, mais on est à quelque chose d'environ 0,93, donc 93% de rendement, ce qui est quasiment 100% en réalité, donc on perd 7%. Voilà, c'est une perte qu'on aurait pu éviter en mettant des rails éventuellement qui s'inclinent, mais je pense que c'est pas réellement nécessaire au vu de la production d'installation et de ce qu'on y consomme à l'intérieur. Vous allez voir, ça marche parfaitement. Donc au niveau de la surface, donc moi j'ai une surface dispo pour les panneaux qui fait environ 5,20 m sur 2,40 m, donc ça permet de mettre deux panneaux et deux panneaux, donc 4 panneaux au total. Et donc voilà, je suis parti sur une installation totale de 4 panneaux photovoltaïques en monocristallin. C'est d'ailleurs l'entreprise Moba Solar qui m'a gracieusement fourni ces panneaux, et je leur en suis réellement reconnaissant. Merci beaucoup à eux. Alors c'est des panneaux en 250 watts CRED qui sont à la base prévus pour être intégrés et faire l'étanchéité de la structure, donc c'est pas des panneaux idéaux pour poser comme ça en plus du bac à lu, mais ça l'a quand même fait. Moi j'ai réussi à les caler, il faut juste arriver à bien les fixer, mais c'était pas réellement un problème que ce soit des panneaux trop fins, sauf pour les rails de fixation qui là ont des pattes. D'ailleurs je dois en avoir, hop, ici, où est-ce qu'elles sont? Alors c'est des fixations effectivement qui étaient fournies avec des rails en aluminium que j'ai fixés donc sur le toit, et les attaches, donc ça donnait quelque chose comme ça. Et donc pour les attaches, elles étaient prévues pour des panneaux qui font minimum 30 mm, entre 30 et 50 mm je crois, donc les panneaux classiques sur le marché. Les miens ils faisaient 20 mm, donc j'ai dû trouver à improviser. Et donc je suis parti sur la réalisation de petites cales en bois que j'ai peintes, donc qui normalement sont imperméabilisées, je pense pas que ça se dit pour des cales en bois, mais vous comprenez le principe, en gros elles devraient résister aux intempéries, et de toute manière c'est pas bien compliqué à changer si jamais. Donc ces fixations elles viennent se glisser dans le rail, et donc elles prennent le panneau en sandwich comme vous pouvez le voir. Alors il y a un point qui est assez important à prendre en compte, c'est la surélévation des panneaux par rapport à la toiture. Moi j'ai donc une toiture qui est noire, c'est pas idéal parce que ça chauffe relativement vite, et donc il faut faire attention justement à cette chaleur qui peut s'accumuler sous les panneaux, parce que cette chaleur en réalité elle fait baisser le rendement de chaque panneau. Alors c'est pas énorme, mais on part du principe que
Si on a une température, on va dire moyenne de 25 degrés, donc au niveau du toit, qui est tout à fait correct hein, quand il y a du soleil, si la température elle grimpe de 1 degré, la production, donc la capacité de production, elle baisse d'environ 0,4% par degré. Et à l'inverse, si on est sur des températures qui sont inférieures à 25 degrés, on gagne environ 0,4% de rendement par degré. Donc ça veut dire que sur une installation où la température sous le panneau elle peut monter facilement à 50, 60 voire 70 degrés, 0,4 fois 70 ce n'est pas négligeable. Donc il faut faire bien attention à ventiler le plus possible et à laisser une ouverture en dessous des panneaux pour la ventilation. Donc pas à coller les panneaux au toit directement. Ah oui, et au passage, pour vous faciliter le travail, si vous pouvez installer les panneaux au moment où vous faites la toiture, c'est encore mieux, parce que moi j'ai attendu près d'un an, un peu plus d'un an, entre le moment où j'ai fait la toiture et le moment où j'ai posé les panneaux, et bien entendu la toiture avait été refermée, donc il a fallu faire des trous pour faire passer les câbles, et ça n'a pas du tout été facile, donc vaut mieux le faire avant. Donc pour le raccordement des panneaux, donc moi j'ai décidé de les raccorder, donc d'en raccorder 2 en série et 2 en parallèle, et pour les connecter entre eux, donc ça se fait à l'aide de ces modules MC4. Léo va vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on les monte. Alors ici ce que j'ai dans la main c'est un connecteur MC4, c'est un connecteur étanche qui sert au raccordement des panneaux solaires. Pour chaque connexion il faudra sertir des connecteurs. C'est des connecteurs qui sont faits spécialement pour les câbles en 4 mm² photovoltaïques. C'est-à-dire c'est vraiment du câble et pas du fil. C'est-à-dire qu'il y a dessus un isolant électrique et un isolant mécanique sur ces câbles qui sera résistant aux UV, qui est du coup spécialement fait pour résister à la pluie, au soleil et du coup être dans un environnement tel qu'un toit, voilà, sans aucune protection. Du coup ici on va faire un câble mâle-femelle pour le raccordement. Du coup la première étape ça va être d'enlever le pressé-toupe, c'est-à-dire d'abord d'enlever la partie, le contre-écrou en plastique. Ensuite ça va être d'enlever le joint qui est présent ici. Du coup première étape, on le fait au tout début pour ne pas l'oublier, parce qu'une fois que la pine sera mise on ne pourra plus le refaire. On met la partie plastique, on met le joint sur le câble et on laisse ça en attente, tout simplement. Ensuite, on vient avec une pince à dénuder. On va se placer, vu que c'est du câble de 4 mm sur le 4 mm, on va enlever approximativement 10 mm. Ensuite, on tourne un peu pour couper le dernier quart de tour. Voilà. Ici, on a le câble qui est dénudé. Il ne reste plus qu'à enlever l'isolant plastique. Et du coup, ici, on a le câble qui est parfaitement dénudé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que l'on va prendre une pine. Du coup, vu que j'ai une fiche femelle, je vais utiliser une pine mâle. Du coup, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va placer la pine sur la pince, histoire qu'elle soit bien placée comme ça. On va du coup insérer le fil. La partie, c'est la partie qui va être sertie, sans rentrer dans le tube pour autant. Ensuite, on presse et c'est serti. C'est bien serti quand on voit ici les 2 parties de la cosse qui vont rentrer vers le centre. Et il faut que la cosse soit impossible à arracher. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rentrer cette pine dans le connecteur jusqu'à obtenir un clic. Voilà, je l'ai sorti. Et ensuite, on va ramener le plastique qui va ensuite s'engouffrer dans cette partie-là, le caoutchouc d'étanchéité, qui va ensuite après recevoir par-dessus cette pièce, qui va ensuite serrer ce caoutchouc afin de faire une étanchéité parfaite sur le câble. Ensuite, on va utiliser ces 2 outils-là, qui sont en fait des outils qui servent justement à serrer les MC4. On a une partie qui va se placer à cet endroit-là, une autre partie qui va se placer à cet endroit-là, puis on serre dans le sens horaire. Et ici on a un connecteur MC4 qui est parfaitement étanche et prêt à être utilisé.
Alors maintenant, parlons de l'onduleur. Alors l'onduleur, pour moi, c'est la pièce capitale dans toute installation photovoltaïque autonome, donc en site isolé. C'est réellement lui qui va déterminer la puissance des appareils qu'on va pouvoir utiliser, et c'est lui qui va permettre d'avoir du courant alternatif dans la maison, parce que le courant produit par les panneaux photovoltaïques est un courant continu, en 12 volts, en 24 volts, en fonction de comment les panneaux sont jumelés. Il arrive donc sur l'onduleur avec une certaine tension, une tension en courant continu, qui va être convertie par cet onduleur en courant alternatif, donc en 230 volts, comme on peut avoir sur n'importe quelle installation classique en Europe. Donc pour ma part, c'est un onduleur pur sinus. Donc pur sinus, ça permet vraiment d'avoir une qualité... en gros, ça permet d'avoir, de ce que j'en ai compris en tout cas, ça permet d'avoir une qualité de sinusoïdale qui est quasi parfaite, ou en tout cas pur sinus, normalement, elle est censée être parfaite. Donc c'est aussi ça qui détermine la qualité d'un onduleur qui est dit pur sinus, si réellement il a une sinusoïde parfaite. Donc à ce niveau-là, restez connectés, parce qu'avec Léo, qui a le matériel nécessaire, on a décidé de faire une vidéo spéciale pour tester cet onduleur, de voir réellement ce qu'il vaut, et de sortir cette sinusoïde, et de voir si elle est réellement aussi bien qu'annoncée, donc parfaite. Donc cet onduleur donc, que j'ai utilisé, il fait également régulateur de charge, donc c'est un chargeur MPPT, voilà, je me suis pas trompé. Donc ça c'est vraiment très pratique, parce que ça permet donc de ne pas avoir besoin de modules supplémentaires, donc de régulateur de charge supplémentaire, qui viendra tout simplement complexifier son installation, donc il fait tout. Et il peut également charger les batteries à partir du réseau, donc c'est-à-dire que si on veut se connecter temporairement au réseau juste pour recharger les batteries, l'onduleur peut s'en occuper, ou alors tout simplement passer par un groupe électrogène. Donc ça c'est vraiment très pratique d'avoir un onduleur un petit peu hybride qui s'occupe de tous ces éléments. Alors, deux choses à savoir au niveau de l'onduleur. Comme la plupart des onduleurs, il consomme de l'énergie, il a un certain rendement, on appelle ça. Et bon, dans mon cas, c'est pas très problématique, mais il faut toujours tout de même le prendre en compte, et je crois que cette consommation elle est d'environ 25 watts. Deuxième point, c'est que l'onduleur, il fait du bruit. Alors, il fait du bruit surtout quand il chauffe, et malheureusement, il chauffe assez rapidement, et du coup, on a une certaine fréquence où il va s'allumer. Il va avoir tendance à s'allumer environ toutes les 10-15 minutes. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, en soirée ou la nuit, il ne s'allume pas du tout, donc il ne fait pas de bruit du tout à ce moment-là. Je vous mets un petit extrait pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du bruit que ça fait. Voilà, donc cet appareil, cet onduleur donc qui convertit le courant, c'est un onduleur qui a une capacité de 3000 voltampères. Alors la différence entre des voltampères et des watts, j'ai pas tout à fait compris encore, mais Léo m'a montré une image qui est assez parlante, je vous l'affiche, vous ferez votre propre avis, et si vous êtes électricien, bah voilà, vous savez de toute manière bien mieux que ce que ça représente. Donc 3000 volts ampères, ça permet de faire fonctionner tout type d'appareil. Alors là, il est bridé sur mon installation, mais ça permet de faire fonctionner quasiment tout type d'appareil, et ça c'est vraiment très agréable dans la Tiny. Donc que ce soit le frigo qui reste allumé toute la journée, toute la nuit, alors il ne s'allume pas tout le temps, mais voilà, pour rester à une certaine température, que ce soit le groupe de surpression donc pour l'eau, que ce soit, j'ai passé l'aspirateur avec, j'étais encore sur le chantier avec un gros aspirateur Karcher qui était un peu plus de 1000 watts je crois. Actuellement, je crois que mon installation, Léo m'a dit qu'elle était bridée à environ 1300 watts, je crois, par prise. Donc au total, j'ai environ 3000. Donc on est vraiment large au final. Je vais pas pouvoir chauffer, alors clairement pas en hiver, la tiny house avec un chauffage électrique, mais bon, c'est pas le principe non plus. À ce niveau-là, je pars sur du gaz. Mais par contre, voilà, je peux vraiment utiliser quasiment tous les appareils qu'on utiliserait quotidiennement dans une maison. On peut même trouver voilà, des sèche-cheveux ou des grippins qui sont généralement cités comme étant incompatibles avec des installations autonomes. Voilà, s'ils ne sont pas trop énergivores et qu'ils consomment en dessous de 1500 watts, ce qui est tout à fait possible de trouver, eh ben c'est compatible. Et notamment en été où là, la production elle est largement suffisante. Alors, bien entendu, j'ai pas encore habité en hiver dans la Tiny, donc je vous ferai d'autres vidéos où on fera un petit peu le point sur ce que vaut réellement une installation tout au long de l'année, ce que ça produit réellement, ce que ça consomme réellement à long terme. Voilà, maintenant je peux pas vous le dire, ça fait à peu près une semaine que j'habite dans la Tiny House et que je vis en totale autonomie. D'ailleurs, les lumières que vous voyez, mon ordinateur est entièrement chargé à l'énergie du soleil. Donc ça c'est vraiment cool, mais je pense que c'est important de refaire un point parce que je pense pas que mon avis aujourd'hui soit le plus objectif possible. Il n'a pas fait beau tout le temps, ça c'est sûr, mais globalement, voilà, on est quand même au mois de mai, la luminosité est quand même importante, un grand nombre d'heures dans la journée, mais je pense clairement qu'en hiver on sera sur une production bien inférieure, et si on en croit certains simulateurs, on peut avoir un rendement qui est divisé par 10, voire 15, voire plus entre l'hiver et l'été. Donc à vraiment faire très attention. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en utilisant à peu près les appareils classiques dans ma Tiny, au jour d'aujourd'hui,
la batterie elle n'est pas descendue donc en fin de soirée en dessous de 98%. Donc c'est vraiment quand même un beau score je pense pour une batterie voilà, qui est bien entendu neuve mais qui risque de tenir pas mal d'années encore. Voilà, alors je pense que le dernier petit point qu'on pourrait aborder c'est peut-être le coût total de l'installation. Donc si on récapitule, donc j'ai 4 panneaux. Un panneau, donc moi ils m'ont été fournis par l'entreprise Moba Solar, mais si j'avais dû aller payer un panneau en monocristallin de 250 watts, ça coûte, bon les prix varient beaucoup, mais ça coûte entre 150 et 300 euros on va dire, donc partons sur une base minimale de 150, si vous arrivez à en trouver à 150, bah, vous êtes chanceux. Vérifiez tout de même la qualité, mais en principe ça devrait le faire si c'est un site qui est un minimum fiable. Donc 150 à 200 x 4, donc on arrive entre 600 et 800 euros. À cela, on ajoute donc la batterie. Moi j'ai une batterie pour l'instant qui fait 100 ampères en 24 volts, donc 24 volts c'est assez important en tension pour une batterie. Donc ces batteries lithium elles ont un coût qui n'est pas négligeable. Moi j'ai réussi à en obtenir par l'intermédiaire de Fred que j'ai déjà interviewé sur ma chaîne, qui d'ailleurs a conçu la Tiny Air. Donc pour une batterie de 100 ampères en 24 volts qui est quand même une tension assez importante du coup, elles m'ont coûté environ 1350 euros. L'idéal ça serait d'en avoir deux, donc c'est un coût qui est important par rapport à des batteries au plomb, mais bon ça tient beaucoup plus longtemps et on peut les décharger en décharge profonde, donc ça c'est vraiment cool. Donc pour l'onduleur en 3000 voltampères, il m'a coûté environ entre 550 et 600 euros. Donc pour ce type d'onduleur avec un chargeur MPPT à l'intérieur, c'est vraiment une très bonne affaire. Et pour les câbles, je les ai achetés sur Amazon, ça m'a coûté environ une centaine d'euros. Donc j'ai acheté 50 mètres de câble en 4 mm² et 5 mètres du coup en 10 mm². À cela, on vient ajouter les fixations pour les panneaux photovoltaïques en aluminium, donc, qui m'ont coûté environ 110 euros. Donc si on additionne tout ça, on arrive à un budget qui est d'environ, avec une batterie au lithium, d'environ entre 2700 et 3000 euros. Donc c'est vraiment accessible, je trouve, en tout cas pour être autonome sur des années. Et ça peut vraiment être amorti comme installation en quelques années si on regarde une consommation classique, enfin si on regarde des factures qu'on a sur une consommation classique dans une habitation modérée. Si on ajoute à cela une deuxième batterie lithium, voilà, on arrive à un coût qui est d'environ entre 4000 et 4500 euros, donc à voir en fonction de l'autonomie que vous voulez avoir. Mais voilà, moi je vous dirai un petit peu comment ça se passe au niveau de mon autonomie. Alors je pense que cet été ça ira sans trop de problèmes. Par contre à l'automne et en hiver ça risque d'être un petit peu délicat. Alors je le répète encore une dernière fois, je ne suis pas un professionnel contrairement à Léo, et toutes les informations que je viens de vous donner dans cette vidéo sont données à chaud, donc il y a peut-être des erreurs qui sont venues se glisser. Et je referai une vidéo également au niveau de mon installation électrique classique, donc au niveau du passage des gaines, des fils électriques, des prises, des interrupteurs, etc. Donc voilà, l'installation plus classique, donc qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook si ce n'est pas encore fait pour suivre les actualités du projet au quotidien, de vous abonner au compte Instagram du projet que je viens de créer il n'y a pas longtemps, où je partage plein de photos, j'aurais dû le faire dès le départ, c'est dommage, mais c'est à présent chose faite, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et bien entendu à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, et surtout abonnez-vous. Allez, à très vite, ciao!